Salam alaikum, Azul, bonsoir. Un groupe d'experts du FMI a séjourné une quinzaine de jours à Alger, du 27 février au 12 mars, pour finaliser un diagnostic qu'il faisait sur l'économie algérienne. Les conclusions qu'il a rendues et les mises en garde qu'il a adressées au gouvernement sont particulièrement sévères, à mon avis, voire alarmantes. Il a notamment fait ressortir, de façon subtile, même non dite, que l'économie algérienne ne repose que sur ses ressources hydrocarbures et rien de plus, et que la chute du baril depuis 4 ans a lourdement grévé ses capacités. Le rapport du FMI, même s'il est resté très mesuré, n'en a pas moins insisté sur le ralentissement de l'activité économique globale, sur les niveaux par trop élevés des déficits budgétaires, ainsi que sur la baisse alarmante des réserves de change, dont il est enfin confirmé qu'elles sont descendues en dessous de la barre des 100 milliards de dollars. 96 milliards très précisément. Sur le recours excessif au financement non conventionnel, autrement dit plus simplement la planche à billets, les experts du FMI, contrairement aux déclarations de Ahmed Yahya, a clairement et particulièrement critiqué cette mesure et a averti, je cite les propres termes du diagnostic, ces mesures risquent d'aggraver les déséquilibres, d'accentuer les tensions inflationnistes et accélérer la perte des réserves de change. Fin de citation. Et je répète parce que ce seul passage résume à lui seul toute la gravité de la situation et les lourdes conséquences qui peuvent venir après. Je cite de nouveau, ces mesures, c'est-à-dire le recours à la planche à billets, ces mesures risquent d'aggraver les déséquilibres, accentuer les tensions inflationnistes et accélérer la perte des réserves de change. Fin de citation. Et d'autres constats. Je cite, en conséquence, il se peut que l'environnement économique ne devienne propice ni aux réformes, ni au développement du secteur privé. Fin de citation. D'autres abcès ont été signalés comme la nécessité de réduire les subventions à l'énergie, stimuler les exportations hors hydrocarbures, etc. Le FMI recommande par ailleurs le recours à l'endettement extérieur, à la condition que ces financements puissent servir à la réalisation de projets sérieux. En somme, une foule d'autres constats et mises en garde tout aussi alarmantes les unes que les autres. Pourtant, les titres de la presse inféodée au régime ont encore une fois trouvé le moyen, malgré la clarté des termes du diagnostic, de le présenter à l'opinion publique comme étant conforme à la vision du gouvernement. Encore un peu. Et ces titres nous auraient affirmé que le FMI a tressé des lauriers à Ahmed Yahya. Écoutez, je vais vous en citer quelques-uns. L'APS, économie algérienne. Le FMI partage le même diagnostic établi par les pouvoirs publics. El Moujahid, Algérie FMI, diagnostic partagé. Le FMI partage le même diagnostic de l'économie algérienne établie par les pouvoirs publics, etc. Et d'autres titres dans le même genre. Mais fort heureusement, toute la presse n'est pas dans les mêmes dispositions. Aujourd'hui. TSA. Le FMI critique sévèrement la politique économique du gouvernement. Par Hassan Hadouche. Liberté. Pour l'institution monétaire, la planche à billets est source d'inflation. Les mises en garde du FMI. Par Méziane Rabi.
Maghreb émergent. Algérie. Le FMI recommande la suppression progressive de la subvention de l'énergie par Aboubaker Khaled. Algérie, les mises en garde du FMI. Mises en garde entre guillemets, vous l'aurez remarqué. Avec nous pour en parler, Brahim Younsi, ici avec moi sur le plateau, ancien cadre du MDA. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Brahim. Ali Benouari, ex-ministre, président de Nida Al-Watan. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Ali. Larbi Zouemia, analyste politique, qui est avec nous depuis les États-Unis. Je rappelle qu'Ali Benouari est avec nous depuis Alger. Larbi Zouemia est avec nous depuis les États-Unis. Larbi Zouemia est analyste politique. Merci, Larbi Zouemia, d'être avec nous. Salam alaikum, Azoul Fillak, c'est Jamal. Azoul, salam wa rahmatullah, c'est l'Arbi. Alors, Brahim Younsi, vous aurez remarqué que malgré la sévérité relative des termes de ces recommandations, qu'on dit préliminaires, hein, parce qu'après, ils devront être soumis à des services spécialisés du FMI qui finaliseront le rapport. Pour le moment, ce n'est pas encore un rapport. Donc, vous aurez remarqué que malgré la sévérité, la dureté même, et parfois même l'aspect alarmant de certaines recommandations, entre guillemets, mises en garde, entre guillemets, certains titres de presse, comme l'APS, le Moujahid et d'autres, sont en train de nous dire « Ah, mais c'est très bien, le FMI pense exactement comme M. Yahya ». C'est incroyable. Hein? Ils disent que le FMI partage. Partage, la même vision, ça veut dire… Partage. Oui. Je vais faire peut-être un peu d'humour. Oui. Mais ils ne nous disent pas en combien de morceaux. Ah. Ouais. S'ils partagent en un seul morceau, en plusieurs morceaux. Ouais. Ouais. Ben, c'est un gâteau. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Moi, je n'ai pas vu tout le communiqué. J'ai vu quelques extraits du communiqué. En tout cas, ce que le communiqué du FMI dit, oui. en tout cas dans ses recommandations, oui. Je ne sais pas ce que vont en penser Ali Benouari et Zouemia oui. sur la question. Moi, je pense que le FMI nous dit vous avez un poison, à savoir la planche à billets et tout ce qui s'ensuit, l'hyperinflation, etc. etc. Oui, oui, nous en avons parlé, beaucoup d'économistes en ont parlé. Et le FMI nous donne un poison encore plus puissant pour nous achever. Oui, comme le recours à l'endettement. Par exemple, et pas seulement. Ne pas arrêter les importations. Ne pas arrêter les importations. Lever la porte, laisser la porte grande ouverte aux importations. Et puis, bien sûr, la privatisation. Oui, privatisation. Et varier les exportations, comme si ça pouvait se faire près de Sidna Suleiman. Réduire, et on ne sait pas, là où il faut renier pas seulement de l'énergie, il parle des subventions. Oui. On ne sait pas de quoi il voilà un peu les choses. Par exemple, quand il s'agit de... vous savez pourquoi j'ai mis mise en garde en majuscule et entre guillemets? Parce que moi, personnellement, qui ne suis pas économiste, je ne suis vraiment pas du milieu. J'ai remarqué une chose, c'est que le FMI n'a pas parlé j'allais dire, de la chose la plus grave qui soit, et qui est l'économie informelle. Pas un mot. Alors que ce qui grève vraiment l'économie d'une manière, en plus de l'incompétence, en plus de l'improvisation, mais l'économie informelle, l'absence de fiscalité réelle, c'est incroyable comment une équipe d'experts peut passer sur ça sans même me faire la moindre petite allusion. Oui, mais bon, peut-être qu'il le fait à bon escient. J'ai bien écouté Ali Benouari. Oui. Je crois qu'il est passé hier. Oui. Et il a parfaitement raison de dire que pour s'attaquer à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale, donc à l'informel, il faut être légitime. Oui. Ce pouvoir n'a pas de légitimité pour s'attaquer à ces problèmes. Il faut que le régime soit légitime. Et bien au contraire, il a besoin d'une mauvaise conscience généralisée pour être dans son... Non seulement, il ne s'attaque pas à l'informel. Oui. Bon, avec l'échec des emprunts obligataires, il est en train de faire rentrer de l'argent dans les banques sans demander l'origine. Exact.
Il est en train de blanchir de de l'argent. blanchir de l'argent. Des gros, Voilà. des gros requins. C'est les deux prochains intervenants le savent bien. C'est la loi de Gresham. C'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. C'est lui qui a créé la planche à billets. En plus. Qui dit ça. Absolument. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Ça chasse la bonne. Voilà. Restez avec nous, Brahim Younsi. Ali Benouari, d'abord, est-ce que les recommandations du FMI, enfin des recommandations préliminaires, un diagnostic, est-ce qu'elles représentent, à votre avis, et contrairement à ce que nous dit la PS, El Moujahid et les autres, est-ce qu'elles représentent un désaveu pour Yahya, pour la politique de Yahya, notamment en termes de planche à billets? Bien sûr, c'est un désaveu complet, mais le FMI ne va pas plus loin que ça. Il ne va pas jusqu'à exprimer ce que dit Ibrahim, que la moitié de ce qu'il préconise ne pourra pas être réalisé par un pouvoir qui n'est pas légitime. Et je ne parle pas de ce qu'il ne préconise pas, comme les moyens de s'attaquer au marché noir et des choses comme ça. Mais il en est conscient. Maintenant, pour répondre directement à votre question, ce rapport préliminaire est plus important que le rapport définitif. Parce que le rapport définitif sera soigné, on évitera d'utiliser des termes qui fâchent, parce que naturellement, le FMI ne fait pas de politique, n'est-ce pas? Prenez-le sous forme d'ironie. Oui, oui, évidemment. Mais sur le plan formel, c'est vrai, il refusera toujours de paraître s'ingérer dans les affaires des pays membres. Mais dans la réalité, les recommandations qu'il fait sont des recommandations qui conduisent toutes à l'austérité et sans le dire, le FMI sait très bien que si on applique ces recommandations, la rue s'enflammera. Pour autant, on ne peut pas condamner ou critiquer le FMI parce que le FMI ne dresse qu'un constat et dit « Haha, vous êtes venu maintenant là où on vous attendait ». C'est-à-dire vers les mesures très libérales, néolibérales, etc. Maintenant, la presse, ce que rapporte la presse, vous avez bien fait de souligner que la presse aux ordres dit que le FMI partage la vision du gouvernement, mais en réalité, ils auraient dû dire partage la vision de Ali Benouari et de tous les experts algériens qui disent exactement la même chose et qui tirent la sonnette d'alarme, mais qui ont au moins le mérite de situer les réformes dans leur véritable structurelle, dans leur véritable contexte, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent réussir que s'il y a des réformes politiques et institutionnelles. Maintenant, on peut revenir aux contradictions entre les recommandations du FMI, parce qu'il y a, comme dit Ibrahim, des contradictions très claires. Quand ils disent libérer les importations et que d'un autre côté, ils disent arrêter le financement monétaire, comment dirais-je? Bien sûr qu'il y a une contradiction. Parce que le pays doit, selon moi, absolument interdire tout ce qui est superflu. C'est difficile parce que c'est des privés, c'est des oligarques qui ont la même mise aujourd'hui sur le commerce extérieur. Mais enfin, un pouvoir légitime et un pouvoir fort limitera les importations aujourd'hui au strict nécessaire. Mais il préconise aussi, le FMI, en plus d'arrêter le financement monétaire, qui signifie un étranglement aujourd'hui de l'économie. Et comment ces braves gens du FMI envisagent-ils de remplacer le financement monétaire, que je suis le premier à critiquer, par le recours à l'endettement extérieur et à la privatisation, la belle affaire. Je me demande d'ailleurs comment le gouvernement pourrait s'engager dans cette voie sans, encore une fois, se ridiculiser et après nous avoir présenté l'endettement extérieur comme plutôt le remboursement de la dette extérieure comme la panacée. Quant aux privatisations, c'est peut-être l'un des rares domaines où il sera entendu par le gouvernement, puisque dès 2016, les dispositions ont été prises dans la loi de finances, pour privatiser les entreprises publiques ou ce qu'il en reste. Voilà. Mais Ali Benouari, mais quelle est cette carence, cet oubli, cette omission des experts du FMI sur l'économie informelle, le marché noir, comme on dit, qui représente une grosse part, pour ne pas dire la part du lion de l'économie, si tant est que c'est une économie algérienne? Pourquoi pas un mot, rien? Non, ils n'en ont peut-être pas parlé dans l'exposé préliminaire ou de leur rapport préliminaire,
Mais clairement, ils ont déjà annoncé et écrit, je vais citer, je vais retrouver la phrase de leur dernière recommandation. Voilà. Excusez-moi juste une petite seconde, je cherchais ce passage important où le FMI recommande de s'attaquer au marché d'échange parallèle. Évidemment, c'est pas tout le marché noir, mais enfin, ils savent très bien, et c'est une de leurs lignes directrices, de recommander aux pays membres de réduire ou de supprimer l'écart entre le taux du marché officiel. Oui, mais l'économie informelle, ce n'est pas que le taux de change au noir. Vous avez raison. Mais là, le FMI, vous savez, c'est des conseillers, des experts qui ne sont pas les payeurs en général, mais qui ne s'attaquent pas à tous les problèmes, surtout quand ils ont des relents politiques. Ils ménagent le chou et la chèvre, ils évitent d'offusquer les gouvernements, mais ils les entraînent sûrement, s'ils étaient suivis à la lettre, vers des émeutes claires. On l'a vu autrefois, les émeutes de lapins un peu partout dans tous les pays qui ont appliqué les recettes du FMI. J'ai presque envie de dire qu'un pays bien gouverné ne tombe pas sous le coup de ces recommandations du FMI. Autrement dit, le FMI intervient quand il est trop tard et bien souvent les mesures qu'il préconise, qui sont ce qu'on appelle un remède de cheval, ont pour effet de déstabiliser les pouvoirs qui les appliquent. Donc il est intéressant de voir, il serait intéressant de voir ce que le gouvernement va prendre ou ne prendra pas de ces recettes du FMI. Restez avec nous, Ali Benouari. L'Arbi Zouaimia, Ahmed Ouyahia, quand il avait lancé cette histoire de planche à billets, et on apprend de plus en plus qu'elle est vraiment massive, qu'elle est considérable, qu'elle est énormissime. Je n'ai pas le chiffre en tête. Combien? 1400 milliards. Depuis l'annonce de la mesure. 1400 milliards de dinars, nous dit Brahimi aussi. Et donc il avait dit en souriant, en se gaussant même de ceux qui avaient dit que ça allait être une mesure inflationniste, façon de leur dire allez, retournez à l'école, vous ne savez rien du tout, et vous allez voir, le temps va me donner raison. Et là, c'est le FMI lui-même qui lui dit non, non, votre mesure est extrêmement inflationniste et elle va provoquer de très graves déséquilibres. L'Arbi Zouaimi. Je voudrais tout simplement vous parler de l'économie informelle. L'économie informelle, ça se traduit en principe par sa facette financière. Donc, il a parlé, je pense que les experts du FMI ont parlé de ce qu'on appelle à ce que les banques aillent chercher de l'argent, résorber à peu près. Donc, ce qu'ils créent et essayer un petit peu de ramasser l'argent qui circule. Donc, c'est ça à peu près. On ne peut pas aller plus loin que ça, mais c'est mentionné ce qu'on appelle la facette financière de l'économie informelle ou l'argent qui fait fonctionner l'économie informelle en Algérie. Bon, le problème, c'est que vous avez dit certainement que Yahya a parlé ils ont parlé de ce qu'on appelle printing money, donc création monétaire ou la planche à billets, comme on dit en français, pour créer une valeur à partir de rien. C'est comme si un petit peu vous avez une valeur d'un marché entre 4 personnes qui définissent une valeur de marché, quelqu'un qui achète quelqu'un qui vend le poisson, l'autre le pain, l'autre l'eau et l'autre les pommes. À peu près, il y a une valeur de $80. Et subitement, vous avez quelqu'un qui cueille les pommes qui a trouvé $20 de plus. À peu près, c'est comme si vous donnez vous donnez presque une définition théorique à la valeur réelle du marché, même si le marché est déjà surévalué. Donc, vous allez causer un problème parce que le gars des pommes à peu près, il est en position puissante, et puis il se peut que le gars qui fait le poisson on lui a volé le poisson, ce qui la rend à peu près. Donc, vous créez une valeur à partir de rien. Donc, c'est presque vous gonflez ce qu'on appelle l'assise, la taille monétaire ou la masse monétaire, vous la gonflez, et vous la gonflez tout en sachant que vous avez déjà, hors du circuit bancaire, des banques qui sont parallèles, un état parallèle qui fonctionne aussi dans Shkair. On peut quantifier, même si c'est difficile de quantifier quelle est la masse monétaire qui est à l'extérieur des banques. Peut-être il y a des personnes qui disent 40 milliards de dollars, 60 milliards de dollars, c'est presque le PIB de la Biélorussie, et vous avez quelqu'un qui vient imprimer de l'argent, rajouter de l'argent, sans pour autant
contrôler la circulation de cet argent sans pour autant maîtriser la discipline bancaire, à savoir redresser la banque et rendre la banque à son rôle exactement d'architecte de toute circulation monétaire. Donc nous avons déjà une banque qui est vermoulue, nous avons une banque déjà qui ressemble à une banque qui ne ressemble pas à d'autres banques, même en matière de services élémentaires. Monsieur Benouari, c'est un banquier, c'est un expert en finance aussi, il connaît de quoi il s'agit. Vous n'avez pas la banque et vous créez encore de l'argent et vous avez de l'argent qui est à l'extérieur, qui est actif ou qui est entassé quelque part. Le problème actuellement, moi je dis, c'est un gouvernement qui est en train de faire du pif. Il déroute le pays. C'est étrange, il fait de l'esprouf, voilà, c'est du bagou, et voilà, quelqu'un qui, en Algérie, qui n'a pas une production, qui sait pertinemment qu'il ne produit rien en dehors des hydrocarbures, pour rattraper ce qu'il va imprimer. Parce qu'il a dit, c'est dans l'intervalle de 5 années, un pays qui n'a aucun millimètre dans le commerce international, un pays qui dévalue et son argent qui n'est pas apprécié, et il imprime pour créer une valeur fictive qui va demain va se traduire en matière de prix, et les prix vont toucher les couches défavorisées, parce que moi, je ne peux pas acheter une boîte de yaourt, mais Yahya peut acheter même 16, même si elle coûte 2 millions de centimes. Voilà. L'Arabie Zouémia, quand le FMI met en garde contre les restrictions à l'importation, qu'il ne faut pas restreindre les importations, avec quoi, d'après lui, ce régime pourrait-il continuer à supporter le même rythme des importations de façon aussi bazardesque, j'allais dire? Avec quoi? Avec quel argent? Le FMI ne sait pas qu'il n'y a plus d'argent pour importer, tout simplement? Écoutez, le FMI il faut pas, on culpabilise un petit peu les experts du FMI. Parfois, on les culpabilise d'une manière aussi gratuite, démagogique, parfois socialisante, du socialisme de la mamelle, à un moment donné. Les gens parlent de ce qu'on appelle le listing. À chaque fois, vous trouvez sur les dépêches des journaux algériens, voilà, tel produit il est importé, on la liste telle, parce que c'est un gouvernement en danger, c'est un gouvernement qui sait rien, qui sait. Certainement, l'action de faire, même, comme a dit monsieur le ministre Benouari, même s'il va falloir un petit peu redresser la situation et un petit peu ne pas redresser la situation, surtout en matière d'exportation de devises, à travers certaines marchandises qui n'ont rien à certaines marchandises. Mais le FMI, quelqu'un qui fait du chahut dans le gouvernement à chaque fois, ça va créer ce qu'on appelle aussi des contournements. Les gens vont contourner ces procédures à travers d'autres procédures. Vous allez voir d'autres personnes qui vont entrer dans le marché, et ça va créer un petit peu ce qu'on appelle l'économie du pénurie, et vous aurez d'autres oligarques qui vont émerger. C'est pour cela, c'est ce qu'on appelle en matière de discipline, en matière d'organisation, même si le FMI sait pertinemment un petit peu que nous sommes dans un état désastreux. Mais c'est un principe de parler, voilà, il faut aller vers le privé. Vers le privé, ce n'est pas en privatisant, mais vers le privé, lorsque vous voyez un État qui n'a pas structuré son économie, un État qui a à sa charge jusqu'à présent, même le PIB en matière de bâtiments et des travaux publics, c'est l'État. Si vous calculez le PIB algérien, vous avez 30%, 27% du pétrole, vous avez le bâtiment, mais le bâtiment, c'est qui la source? C'est toujours l'État. Donc, la part du privé, dans ce qu'on appelle la création de la richesse, la croissance aussi, doit être déterminante. Ce n'est pas en privatisant, mais tout simplement en vue un petit peu de dégager l'État, surtout en matière de logement. Mais c'est impossible que l'État va continuer à construire vers l'infini, ça n'existe pas. C'est pour cela que le principe, il faut que d'autres acteurs, dans le financement, dans la création de la richesse, dans la croissance, interviennent, parce que tout le monde rôde autour de l'État, et vous n'avez qu'un seul exportateur, seulement qui, en dehors de son attrape, qui fait apporter quelques devises. Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Brahim Younsi, le FMI préconise le retour à l'endettement extérieur. Mais d'abord, est-ce que cela est possible? Est-ce que on va prêter de l'argent à un régime qui semble ne plus être solvable, d'abord? Ensuite, est-ce que, si tant est que nous allons retourner à l'endettement extérieur,
qui peut nous dire dans un tel régime, qui est tout ce qu'on veut sauf vertueux, que cet argent va servir à de vrais projets d'investissement? C'est ça, parce qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Oui, oui. La bonne dette, on peut s'endetter, Oui. mais à la condition d'investir, d'injecter l'argent dans l'économie. Oui. Or, si on a eu recours à un financement non conventionnel, c'est-à-dire à la planche à billets, ce n'est pas pour investir. C'est pour boucher les trous. Pour boucher les trous, pour boucher les déficits budgétaires, mais aussi payer les salaires. Oui. Payer les salaires. Oui. Et pour la consommation. Oui. Et pour la consommation. Mais la consommation elle ne se fait pas en dinars. C'est en devise, oui, étrangère. C'est pour ça que les réserves de change sont en train de s'épuiser. Oui. Le problème est là. La question de la planche à billets, c'est qu'il faut une contrepartie productive, ce qui n'est pas. C'est pour ça qu'il va y avoir une hyperinflation. Et il y a de l'inflation dans le pays. Les petits gens, les consommateurs le sentent. Et ils voient bien qu'ils payent beaucoup plus cher la baguette de pain. Voilà les répercussions, les conséquences de la planche à billets. Seulement, sur le plan politique, la traduction politique, parce que vous avez parlé beaucoup plus de Ouihia. Ouihia ne porte pas la paternité. C'est son gouvernement, je veux dire, le gouvernement Ouihia. Pas même. Parce que Ouihia, dès le départ, a dit, le président de la République a eu une idée géniale. Oui, c'est vrai. Une idée géniale la planche à billets. De recourir à la planche à billets. Bah, le pauvre, on lui colle tout ce qu'on... Peu importe. C'est-à-dire que Ouihia ne porte pas la responsabilité. C'est le chef de l'État qui a décidé de recourir de façon géniale à un financement non conventionnel. Dans la situation politique que nous vivons aujourd'hui, cette question-là est déterminante. Et avec le coup de bambou que vient de donner le FMI au gouvernement, ça va mal aller. Ça va très mal aller. Il est compréhensible que le gouvernement, que l'État ne recourt pas à l'endettement, parce que c'est aussi, et vous avez prononcé le mot, une question de solvabilité. Est-ce que ce qu'on appelle la soutenabilité, est-ce que nous pouvons rembourser? Est-ce que l'État peut rembourser? Sinon, il va manger les 95 milliards de dollars des réserves de change. Il n'a pas les capacités de rembourser la dette et le service de la dette. D'autant plus qu'on ne diversifie pas les exportations comme ça, par un coup de baguette magique du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas le faire. Oui. C'est impossible, quasiment. Même à moyen terme. À moyen terme, ce n'est pas concevable. Ali Benouari, d'après vous, d'abord une question aux spécialistes que vous êtes. Sur quoi reposent ces recommandations? Quelles sont leurs motivations profondes? Pourquoi ces recommandations, ce diagnostic, ces mises en garde, on les appelle comme on veut, maintenant? Je pense que j'attendais. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, on le sait. Le FMI n'est pas dans le rôle d'un conseiller politique. Il est dans le rôle d'un conseiller technique et financier. Et pourtant, les recommandations qu'il fait, si elles sont suivies, entraîneront des conséquences forcément politiques. Je me demande si ces recommandations du FMI, au moment où elles viennent, ne contiennent pas un piège. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces recommandations affaiblissent, fragilisent et désavouent le gouvernement. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Et même le fait qu'ils ne préconisent pas la limitation des importations est un piège pour moi. Autrement dit, c'est comme s'ils conseillaient le gouvernement de prendre des mesures dont il sait, lui, le FMI, qu'elles vont enflammer la rue et finir par faire chuter le gouvernement et le régime. Je suis convaincu de ce que je vous dis parce que je connais le FMI. De 1976 à 1981, j'ai piloté toutes les missions de consultation du FMI. Je les accompagnais même au marché quand ils voulaient vérifier si les prix, l'indice des prix que nous indiquions était correct. Et chaque ministre qui les recevait, j'étais présent. Et enfin, à la fin, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui les reçoit et qui fait la revue avec eux de leur rapport préliminaire. Je sais donc comment fonctionne le FMI. Et c'est très important parce que tout ce qu'il recommande, regardez, pas de limitation des importations,
Ça, l'effet, vous le savez, ça va induire une diminution des réserves de change, ce qui n'est pas évidemment ce que veut le régime, alors que ces importations enrichissent les riches, appauvrissent le pays, une bonne partie n'est pas nécessaire. Ils recommandent la privatisation, mais ils savent que cette privatisation avec un régime pareil va profiter à des oligarques et donc entraîneront plus d'injustice sociale. Ils recommandent le recours à l'endettement extérieur et ils savent très bien que le gouvernement et que le président de la République a fait de cette affaire presque une affaire sacrée, de principe. Et donc, ils désavouent le président de la République. Et ils recommandent des dévaluations. Et on sait qu'il a la main lourde, le FMI, quand il s'agit de dévaluer. Pour le FMI, dévaluer, c'est corriger le pouvoir d'achat global de la nation. C'est-à-dire, en une décision, ils prennent des décisions qui touchent, une décision dont les effets touchent tous les secteurs. Le pouvoir d'achat, autrement dit, c'est comme s'il disait à Bouteflika, le pouvoir d'achat que vous avez si généreusement distribué, il faut le reprendre tout de suite, l'annuler, l'effacer. Et quelle est la conséquence de éventuelle de cette dévaluation? C'est immédiatement une flambée des prix, un appauvrissement des plus pauvres, disparition de la classe moyenne, on l'a vu dans les années 90, et c'est le chaos. Et d'ailleurs, j'avais dit, si le pouvoir persiste à préserver les réserves de change pour prolonger sa survie au-delà de 2019, peut-être pour 2 ou 3 ans, il va accélérer le mécontentement social parce qu'il ne peut pas offrir autre chose que la matraque à ceux qui revendiquent. Mais voilà que le FMI vient mettre son grain de sel et dit au gouvernement « Hé, attendez, si vous aviez l'intention de ménager le chou et la chèvre et de céder à des revendications sociales, etc., eh bien, sachez que ce n'est pas la bonne voie. Il faut au contraire continuer à appauvrir les gens parce que le FMI fait une politique de la demande, il ne fait pas une politique de l'offre. La politique de l'offre est du ressort du politique. Ils le savent quand ils préconisent des réformes de structure. Mais ils n'ont pas l'honnêteté de dire que ces réformes de structure qui touchent tous les secteurs, qui touchent à l'environnement juridique, politique, financier, à l'entreprise, etc., que ces décisions-là, ces ajustements structurels, ne peuvent pas se faire si le peuple n'accepte pas les sacrifices qui vont avec. Et donc, ils savent pertinemment que si le gouvernement applique ces décisions, la rue s'enflammera et ce gouvernement et ce régime tombera. Mais Ali Benouari, une information, une rumeur plutôt, très persistante circule depuis quelque temps qui nous apprend que, contrairement aux professions de foi qu'on a prêtées au chef de l'État et à son régime, le gouvernement Ouyahia serait en consultation avec qui de droit pour recourir justement à l'endettement extérieur parce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités. Est-ce que vous... J'ai eu à plusieurs occasions l'occasion, si je puis dire, de dire que le gouvernement a épuisé toutes les bonnes solutions ou a raté toutes les solutions qu'il pouvait prendre. Il ne lui reste que de mauvaises solutions. Quoi qu'il fasse, il est pris au piège de sa propre politique. Ce que vous me dites à propos d'Ouyahia, si le FMI pouvait faire de la politique, il dirait tout de suite débarrassez-vous de ce monsieur. Parce que c'est absolument la négation de la philosophie du FMI. Voilà, là, je ne sais pas quelle était votre question. Mais est-ce qu'ils vont en arriver au recours à l'endettement extérieur? Est-ce qu'il y aura... L'endettement extérieur, oui. Comme disait M. Younsi, n'est pas mauvais en soi. Oui, on peut s'endetter à hauteur de 4-5 milliards. Mais en l'occurrence, Ali Benouari, dans les circonstances actuelles, un système qui n'est pas vertueux, dont on sait que les oligarques qui ont infesté l'économie ne vont pas profiter, si tant est qu'il y a encore plus d'argent, vous savez bien quelle route il va prendre. Donc un endettement extérieur qui serait un bon endettement, vous savez que ce n'est pas possible en les circonstances actuelles. Parce que si vous vous endettez de 10 milliards de dollars aujourd'hui,
ce qu'on pourrait éventuellement mobiliser auprès de la Banque mondiale, la Banque africaine, les institutions multilatérales, c'est-à-dire de bons investissements pour des projets contrôlés par eux. C'est-à-dire que les marchés ne seront pas donnés de gré à gré, donc les oligarques n'auront pas une miette. Mais ce sont des financements généralement d'infrastructures. Généralement, quand c'est la Banque mondiale qui les donne, ça va vers des infrastructures et c'est des marchés contrôlés de gré à gré. Et si c'est le FMI qui les donne, c'est des financements de balance des paiements. Autrement dit, on va économiser sur les réserves de change en s'endettant. C'est-à-dire que les 10 milliards de dollars qu'on emprunterait se permettront d'économiser 10 milliards dans des réserves de change. Et ces réserves de change qui restent disponibles serviront à financer des importations qui seront réalisées dans les mêmes conditions que celles qu'on a vécues aujourd'hui, c'est-à-dire qui profiteront essentiellement aux riches et qui sont du n'importe quoi. Mais bien sûr que tous ces financements, même de la Banque mondiale éventuellement, et des institutions multilatérales, ne vont pas augmenter l'offre tout de suite. C'est ça le drame, c'est que ça va vers des projets d'infrastructure essentiellement, vers je ne sais pas moi, des barrages, des logements. Donc pas nécessairement dans des projets de relance économique, d'investissement. Pas directement. Ce n'est pas le rôle. Si vous demandez à la Banque mondiale de financer un privé qui veut investir dans la culture de l'huile d'olive, il va vous renvoyer peut-être à la SFI, qui est sa filiale d'aide au secteur privé, mais pas plus que ça. Mais c'est généralement pas ce que préconise le FMI. C'est pas le rôle de la Banque mondiale. Et puis, qui va profiter de ces crédits? Vous croyez que c'est les PME algériennes? Ces crédits vont essentiellement profiter toujours aux mêmes, comme si c'était des banques d'État qui les donnaient, parce qu'il faut l'accord des autorités algériennes pour qu'un crédit extérieur bénéficie à une entreprise algérienne. Ali Benouari, restez avec nous. Je vais poser une même question à mes trois invités et que tous nos téléspectateurs attendent pour la plupart. Il s'agit de cette histoire de subvention et de soutien des prix de produits de première nécessité, entre autres des produits de l'énergie, l'essence, entre autres le mazout. Le FMI, enfin cette équipe d'experts, sans le recommander expressément, laisse entendre clairement que la fin des subventions doit venir, soi-disant pour une meilleure répartition, que les gens les plus nécessiteux puissent en profiter, puisque le système actuel profite plutôt aux riches, nous disent-ils. L'Arbi Zouaimia, cette fin de la subvention qu'on nous agite comme un épouvantail qui semble inéluctable, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, il ne faut pas avoir la même lecture qu'on a fait peut-être dans les années 70 sur le FMI et la Banque mondiale maintenant. Non. Il y a des mutations qui se font au niveau, même ce qu'on appelle, comme dit Michael Moore, les États-Unis sont à gauche. Il y a ce qu'on appelle une poussée un petit peu au niveau de la Banque mondiale. Et on a vu une grande association à Washington qui s'appelle 50 Years That's Enough. Donc 50 années, c'est suffisant. Il y a aussi des forces aussi qui font muter ces structures-là. Donc, bon, certainement le principe c'est privatiser. Pour moi, le principe c'est privatiser. C'est pas privatiser, c'est tout simplement à ce que l'État aussi, il faut voir la situation de l'État algérien. Non, mais là, au sujet de la fin des subventions. La subvention, attendez. Qui se profile à l'horizon. Parce que c'est une question de gestion du temps de l'émission. On essaie de gérer un peu. J'aimerais bien qu'on parle un jour du FMI et de la Banque mondiale un petit peu pour faire comprendre de quoi il s'agit. Mais les subventions, Monsieur Benchenouf, l'État social, le social state, ont construit un État social. Les Anglais ont fait depuis 1910 jusqu'à 1975 avec l'ajustement, avec ce qu'on appelle l'affaire des allocations familiales. Écoutez, nous n'avons pas un système d'impôt fiable. On ne peut pas, c'est-à-dire le gouvernement a fait un crime, ce pouvoir a fait un crime. Et si vous lisez exactement le texte des experts du FMI, vous trouvez un titre, un mot, une expression qu'on appelle l'administration, ce qu'on appelle l'administration numérique. Vous avez un pays qui fonctionne presque comme les food stamps, comme les bons de ration. Comment vous allez comprendre, comment vous allez connaître qui est le riche et le pauvre?
dans un système qui n'a pas aussi une assise numérique, qui n'a pas de banque numérique, qui n'a pas l'impôt. L'impôt, c'est catastrophique. Donc, maintenant, cibler les couches. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de mettre en place un système qui puisse distribuer cet argent qui va un peu à tout le monde pour qu'il n'aille qu'aux gens qui en ont vraiment besoin par le biais soit d'indemnité, soit d'allocation, je ne sais pas. Mais justement, vous avez des cloisonnements entre l'administration municipale, wilaya, en Algérie. Premièrement, en matière de résidence et de ménage. Il faut connaître Ammar, Wildou, ou ou combien d'enfants. Mais comment le connaître, justement? Connaître qui, justement, l'État a fait en sorte, à ce pouvoir, a fait en sorte qu'il a évolué en archaïque pour qu'il se trouve maintenant de dire, d'accord, le principe. D'accord, il faut cibler les subventions, mais il prend le kizako, la faisabilité, le modus operandi. Comment? C'est pour cela qu'on dit actuellement, nous sommes dans une catastrophe administrative, bureaucratique, que non seulement catastrophe, mais la corruption, l'oligarchie, comme vous avez dit, le commerce informel a fait en sorte que vous ne pouvez pas connaître qui fait quoi et qui a quoi. Le revenu, l'État a le droit de connaître le revenu et par voie de conséquence, cibler les ménages en injectant à travers électroniquement des subventions ou des primes ou des allocations familiales. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on vient chanter. Oui, d'accord, le principe, on est d'accord, mais c'est pas pratique en Algérie. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire, que s'il y a la fin de ces subventions, l'État ou le régime ou le système en place n'est pas capable de pouvoir procéder à une juste distribution. Oui, bien sûr, parce que je vous dis, il y a un mot très important, l'administration numérique. Monsieur Benchenouf, c'est un gouvernement qui a fait un crime. C'est un gouvernement qui a fait un crime. Vous imaginez, depuis 2007 jusqu'à 2017, l'Algérie a fonctionné avec une vitesse qui dépasse même pas le 1 mégabyte seconde. C'est honteux pour un pays qui a 200 km de l'Italie et à 180 km de l'Espagne. Ils ont fait exprès parce que tout simplement, lorsqu'on parle d'investissement public pour structurer l'économie, il n'y a rien qui a été fait. Nous avons donné l'argent à des oligarques, ils sont transformés en commerçants qui vendent et qui achètent et qui font déplacer l'argent vers l'extérieur. Restez avec nous, l'Arabie Zouaïmiya, Brahim Younsi, même question. Donc cette histoire de subvention, de soutien des prix, c'est pas la même chose, hein, mais c'est à peu près dans le même chapitre. Le soutien des prix, voilà, c'est des voilà, subventions. ça veut dire, est-ce que le FMI semble le recommander clairement, même s'il ne l'a pas fait de façon assez musclée. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il faut y venir. D'accord. Il faut y venir. Il faut y venir, ça veut dire une redistribution pour que ça aille vers les plus nécessiteux. Absolument. Oui. Absolument. Ou alors la fin des subventions pour tout le monde? Ben non. Ça, c'est d'abord impossible à faire. Oui. Il y a des familles qui n'ont pas de ressources. Qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut recenser les familles, et les mairies peuvent très bien le faire. Elles sont suffisamment proches, il faut le dire, elles sont suffisamment proches de leurs administrés pour le faire. Les mairies connaissent, les municipalités connaissent les familles les plus déshéritées pour pouvoir leur apporter un soutien que l'État peut leur apporter. Cela ressemble plus. Prend du temps. Ça me fait penser un peu à un genre de zerda qu'on distribue. Non, pas forcément. Pourquoi ne pas mettre en place plutôt, en France, ici par exemple, il y a des systèmes de redistribution, l'allocation au logement, c'est pas ce que je dis. La CAF. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est pas la tzedaka. C'est pas la tzedaka. C'est pas de la charité. C'est pas de la charité. On dirait un recensement. Vous voulez dire un recensement des gens des familles, savoir combien ils sont, et puis fixer un minimum et un maximum. Pourquoi ne pas institutionnaliser? Ça veut dire par le biais de loi, ça veut dire que ce soit des primes, des indemnités qui vont... C'est ce que je suis de dire, parce qu'on a parlé de la faisabilité. Comment on va faire ça? L'administration est incapable de le faire, etc. Non, moi je crois que l'administration est capable de le faire. Maintenant, bien sûr, c'est par une loi que ça doit se faire, évidemment. Fixer le minimum de subventions que l'on donne à une famille de 2 personnes ou à une famille de 5 personnes. C'est comme ça que ça se passe. À travers la caisse d'allocation familiale ou à travers un organisme... Des indemnités, etc. Des aides au logement. Absolument, tout à fait. Des aides à l'énergie, par exemple. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc, il y a un travail de l'administration qui doit faire tout ce travail-là. Mais combien de temps cela va prendre? Il va prendre beaucoup de temps. Et est-ce que ce système est capable de mettre en place une organisation
assez, j'allais dire, complexes, qui puissent, surtout dans un pays où il y a des millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, d'aller vers les gens, de les organiser, d'être juste, de ne pas s'en mêler les pinceaux. C'est extrêmement difficile, même dans les pays les plus administrés. Oui. On le voit en France. Oui. Bah, il y a des fraudes, il y a, etc. Bien sûr oui. que ça se passe dans le temps. Mais rares sont les gens qui sont lésés. C'est-à-dire on peut frauder le système, mais on ne peut pas être... Il y a des gens qui peuvent être lésés, il y a des familles en France qui ne demandent pas de l'aide sociale. Oui. Qui ne demandent pas de l'aide sociale, parce qu'elles ne savent pas comment faire, ou elles ne veulent pas faire, etc., alors qu'elles vivent, effectivement, dans alors qu'elles ouvrent le droit. Absolument. Oui. C'est aux services sociaux d'aller voir aussi. C'est ça aussi le recensement des familles les plus pauvres, qui vivent... Donc ça devrait être possible selon vous? Oui, moi je crois que c'est possible. Mais bon, je veux juste dire deux choses. Oui. Deux choses. Ali Benawari a parlé de la politique de l'offre. Oui. Cette politique de l'offre a été essayée il y a quelques années. Ça a été un échec total. Ça a été un échec total, et il sait de quoi je parle. Oui. D'autre part, quand on parle des privatisations, de la privatisation, quelles sont les entreprises privatisables dans notre pays? Ce sont les entreprises stratégiques. Sonatrach. Par exemple. Celles qui rapportent. Sinon, les autres personnes n'en veulent. Les entreprises qui sont dans l'énergie, Sonatrach notamment. Oui. Bon, ça veut dire que c'est la base de l'État, la base du financement du pays qui va passer... La monoressource, vous êtes en train de dire. Ben oui. Bon. Ensuite, on a parlé des réformes. Mais les réformes, Ali Benawari a vécu cela. Le FMI nous a imposé des ajustements structurels. Oui. En 1994. Il a imposé... Mais qui a payé les ajustements? Qui les a payés? C'est le peuple. C'est les gens. Ouais. Moins il y a de ressources. Maintenant, on va gagner les subventions. Pour revenir aux subventions, c'est combien? C'est 15 milliards, 10-15 milliards. C'est 10 à 15 milliards de dollars. Oui. Bon, il faut les réduire. Les réduire de combien? Nous savons qu'il y a peut-être 15 millions de personnes qui ont besoin d'aide pour vivre. Et nous allons passer à Ali Benouari parce qu'il ne reste plus de temps. Ali Benouari, au sujet de cette fin des subventions qui se profile à l'horizon. Déjà, je crois éviter un malentendu. On veut faire croire que les subventions sont un luxe. Ce n'est pas un luxe. C'est un complément de salaire parce que les salaires sont trop bas. Il faut savoir que 80% du salaire moyen représente des dépenses alimentaires et de santé, sans compter qu'il faut payer les vêtements, il faut prendre le logement, etc. Cela montre à l'évidence, parce que ce sont des chiffres avérés, que les salaires en Algérie sont trop bas. Il y a un transfert de richesse des salariés vers les riches, vers les entreprises et vers les riches. Ça m'amène à dire que le problème des subventions est mal posé. On peut réduire les subventions, carrément les supprimer dans leur forme actuelle, en augmentant les salaires. Je prétends qu'on devrait avoir les moyens de tripler les salaires sans grever le déficit budgétaire. Au contraire. Et ça ne serait pas une mesure inflationniste? Justement. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que je parlais des malentendus. On a entraîné le pays dans un faux débat en culpabilisant les travailleurs et les salariés. Alors, il s'agit en recettes d'augmenter les taxes, les revenus, les recettes fiscales en taxant les riches, en recyclant l'argent qui est au noir, qui ne paye pas d'impôts, aussi bien ce qui est au noir en Algérie que les quelques 200 milliards de dollars qui sont évadés à l'étranger, donc naturellement qui ne payent pas d'impôts. En dévaluant un peu de manière progressive le dinar pour l'ajuster à sa valeur réelle, de manière souveraine, sans pression du FMI. En réinstaurant des droits de douane qui ont eu tendance à être supprimés par les accords d'association. Ces accords d'association doivent être gelés. Il faut arrêter le désarmement douanier et reprendre notre souveraineté sur nos douanes. Nous sommes dans la situation d'un pays sous protectorat dont les douanes sont contrôlées par la puissance protectrice. En dépenses, il faut diminuer les dépenses de l'administration. Par une refonte totale du budget de fonctionnement,
dont je rappelle qu'il représente les 2/3 du budget total, soit 4 500 milliards de dinars sur un budget de 8 628 milliards de dinars. Il faut absolument revoir ce budget qui est totalement irrationnel. Si je prends le ministère des Anciens Moudjahidines, il représente le budget de 9 ministères et pas des moindres. Le budget sécurité devrait progressivement être contrôlé dans sa conception et dans sa réalisation et le diminuer parce qu'il représente 1/3 du budget, ce n'est pas normal. Il faut également augmenter les tarifs de l'électricité, des carburants, mais progressivement. Ali Benouari, je vais être obligé de vous interrompre parce que nous avons débordé sur le temps de l'émission. Oui. Je suis vraiment désolé. C'était très intéressant ce que nous disiez. Mais j'espère que nous pourrons refaire une autre émission. Ali Benouari, mais 5 secondes. Non, ce que je veux dire, oui. Ali Benouari n'a parlé que des salariés. Oui. Alors qu'il y a 30 à 35% de chômeurs. Oui, dans ce pays. Il faut ça appelle à une autre émission. J'espère que vous serez des nôtres tous les trois. Merci Ali Benouari, merci l'Arabie Zouimia, merci Ibrahim Younsi, merci à vous, chers amis. Mais avant de vous quitter, on va vous montrer un peu un échantillon des gens qui nous gouvernent. Monsieur Ammar Ghoul, écoutez-le bien et écoutez le nombre de gouvernements qu'il dit, dans lesquels il dit avoir été. Écoutez bien. ومن باب المسؤولية شاركت في 28 حكومة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيكتب له في التاريخ أنه كان من أشرس المدافعين عن حقوق المرأة.